Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Point Littérature. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un genre assez récent dans l'histoire, mais qui pourtant divise aujourd'hui l'opinion publique. Non, l'épisode sur la dark romance c'est pas aujourd'hui, mais ça arrive très bientôt. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de true crime. Vous n'êtes pas passé à côté de ces youtubeurs extrêmement célèbres comme Max Guys, Liv, YouCrime ou encore Neoxy, qui abordent des sujets dans leurs vidéos assez sanglant. Le but du true crime, c'est de raconter un fait divers, plus particulièrement, je dis plus particulièrement parce que c'est généralement les thèmes qu'on aborde le plus dans le true crime, les meurtres. Généralement, on aborde l'histoire d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'on va raconter à la fois la scène de crime et les faits qui se sont déroulés, mais également la vie des victimes et des criminels. Le true crime aborde plusieurs questions juridiques et psychologiques, c'est-à-dire que c'est un genre dans lequel on va se glisser dans la peau des enquêteurs. Ce n'est pas uniquement un genre littéraire, puisque, comme je le disais, beaucoup de youtubeurs ont abordé ce thème et en ont fait un genre à part entière. On va balayer l'histoire de manière extrêmement floue, parce que il faut savoir que le true crime, il n'y a pas vraiment de date d'apparition. En revanche, on peut essayer de comprendre comment est-ce que ça s'est immiscé au fur et à mesure du temps dans la vie des gens et comment est-ce que c'est devenu un genre plutôt populaire. Bon, déjà sachez que les faits divers ont toujours fait parler et ont inspiré d'autres œuvres à travers le temps, et en particulier à partir du 19e siècle lorsque l'urbanisation était en plein essor. Comme je vous le disais, c'est à partir du milieu du 19e siècle que l'urbanisation va commencer à se développer de manière fulgurante. De plus en plus de gens se sont entassés dans les villes avec de plus en plus de monde et d'autant plus la création d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. À partir de là, on va donc assister à la création des quartiers dits populaires. Tous ces gens se sont amassés dans les villes afin de pouvoir trouver du travail. Puisque, je vais peut-être le rappeler, mais l'urbanisation n'est que la conséquence de l'industrialisation. On voit émerger dans les grandes villes et notamment dans les villes de Grande-Bretagne des usines qui recrutaient à foison. Et si vous voulez vous faire une idée de cette époque, Charlie Chaplin dans le film Les Temps modernes évoque bien le sujet. Il donne une image bien représentative des conditions de travail à ce moment-là, mais également la difficulté du travail en lui-même. Tout ça a rendu beaucoup de personnes malades psychologiquement, puisqu'en fait ce n'étaient plus des humains, c'était des machines à produire. Tout ça dans le but d'alimenter une nouvelle manière de produire et par conséquent une nouvelle manière de consommer. C'est ici que va apparaître le terme de « en masse ». Mais n'allons pas trop vite en besogne. Au départ, cette nouvelle manière de produire, elle n'était pas du tout réglementée. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens à l'époque tombaient malades, voire mouraient au travail. Alors les différents gouvernements ont donc décidé d'établir plusieurs réformes. Je vais pas faire le topo de tous les pays et de combien de réformes ils ont fait parce que chaque pays a en réalité fait un petit peu à sa sauce. En revanche, la réforme qui a été extrêmement importante, c'est celle régulant le travail forcé des enfants. Enfin, le travail des enfants tout court en fait. Parce que oui, à l'époque, vous pouviez retrouver des enfants qui avaient parfois moins de 10 ans sur des chantiers. Par exemple, il y avait beaucoup d'enfants de moins de 10 ans qui étaient ce qu'on appelait des ramoneurs. Donc en fait, on envoyait des petits bambins aller dans les cheminées des gens afin de pouvoir les nettoyer. Et en fait, comme les adultes n'étaient pas assez grands pour pouvoir rentrer dans les conduits de cheminée, en fait, on envoyait les enfants. Et je peux vous assurer que ça a causé beaucoup de drames. Je vous laisse également deviner les conditions désastreuses que cela a eu sur leur santé et sur leur espérance de vie de manière générale. Parce qu'en fait, ils passaient leur temps à respirer de la cendre et de la suie absolument toute la journée. C'est durant cette époque que les réformes obligent donc les enfants à aller à l'école jusqu'à un certain âge. La priorité à partir de ce moment-là, c'est de leur apprendre à lire et à écrire. Mais vous vous demandez sûrement quel est le fucking rapport avec le sujet de la vidéo. Et ben sachez que c'est grâce à ces réformes que quelques années plus tard, on assiste à une baisse fulgurante de l'illettrisme. Tout le monde savait désormais lire et écrire. Et si certains ne savaient pas, leurs enfants savaient forcément. Et c'est donc à ce moment-là, au moment où une grosse partie de la population a commencé à avoir accès à la lecture et à l'écriture, que la presse s'est développée en masse. Et qui dit presse en masse dit circulation de l'information beaucoup plus vite à un public beaucoup plus large. Il faut aussi remettre un petit peu de contexte social à tout ça. À l'époque, les gens étaient entassés dans des immeubles, parfois en sale état, et étaient très souvent confrontés à des gens qui tournaient un petit peu mal. On peut pas dire que les faits divers sont apparus à ce moment-là. C'est pas possible. Les faits divers ont de toute façon toujours existé. Mais le souci, c'est que la communication autour de ces faits divers a été beaucoup plus importante. Puisque, au final, les gens pouvaient retrouver dans les journaux où, quand, qui et à quel endroit, dans quel quartier, il s'était passé telle ou telle chose. Tout ça vous fera sûrement penser à une
une légende et un fait divers qui est extrêmement connu dans l'histoire des faits divers et des romans policiers, Jack l'Éventreur. Et ben il faut savoir que cette légende, qui à l'origine est un fait divers, a inspiré beaucoup d'autres auteurs. The Lodger de Mary Belloc Lowndes, publié en 1913 et traduit en français par Un étrange locataire. C'est assez connu. Je pense que vous devinez assez vite que la suite de l'histoire ne sera pas forcément hyper intéressante pour notre vidéo. Tout simplement parce que le XXe siècle a connu 2 grandes guerres mondiales et que c'est pas rien. C'est-à-dire que les faits divers de l'époque n'étaient pas forcément la priorité nationale et de toute façon les faits divers étaient forcément reliés au contexte de la guerre. Toute l'économie, toute la société était concentrée autour de la guerre, mais ce qui a été forcément impacté, ça a été la presse. La presse, elle, ne véhiculait que des messages ou patriotiques ou des messages concernant justement la situation de la guerre. Évidemment, le domaine littéraire a aussi été touché et de toute façon, tous les domaines ont été touchés de manière générale. Donc, ça a été un petit peu la période creuse. Après, je dis pas que c'est pas une période intéressante. La littérature des premières et secondes guerres mondiales est extrêmement riche, mais elle dénonçait d'autres problématiques, d'autres faits qui étaient bien propres au contexte de la guerre. Donc, à la limite, je préférais plutôt faire une vidéo qui tourne autour de ça parce que on est dans des questionnements qui sont complètement différents. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu du temps à l'Europe, mais également au monde entier, pour se reconstruire, se faire confiance et avoir de nouveau une situation stable. Notre histoire va donc se diriger vers ce fabuleux et original continent qu'est l'Amérique, et plus précisément les États-Unis. En fait, il faut savoir que dans les années 70, il y a eu une montée extrême de violence, mais également de crimes. Je dis pas qu'il y a eu plus de crimes, je dis juste que ces crimes étaient beaucoup plus visibles, parce que d'autres questionnements étaient soulevés à ce moment-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours eu autant de fous dehors. À l'époque, on n'était pas soumis à autant d'obligations que dans les années 70, ou du moins qu'à partir des années 70. On devait aller à l'école, on sortait de la guerre, c'était fini, on était un petit peu dans une période où c'était beaucoup plus léger, entre grosses guillemets. On n'était pas soumis à Internet avant les années 70, enfin je veux dire, on laissait beaucoup moins de traces de manière générale. Donc c'était plus simple à l'époque de faire du mal à quelqu'un sans avoir aucune retombée. D'autant plus que la police à l'époque n'avait pas autant d'outils scientifiques et technologiques afin de pouvoir résoudre des affaires ou pouvoir pister les gens juste avec une ADN. Tout ça, c'était pas possible à l'époque. C'est donc aux États-Unis que va naître la première section de criminologie et plus précisément de psychologie criminologique. En fait, à l'époque, on n'étudiait pas forcément les comportements des criminels. C'est-à-dire que on pouvait pas déceler un comportement dangereux avant que cela se produise. Il faut aussi un peu se remettre dans le contexte. On sortait des années 50 qui n'étaient pas des années extrêmement fabuleuses en termes de médecine, puisque à l'époque, on soignait les autistes et homosexuels à coups de décharges électriques dans la tronche. On leur faisait faire des thérapies de conversion en leur donnant des bains bouillants ou alors des lobotomies. Vous pouvez trouver tout ça dans American Horror Story, c'est une série, dans la saison Asylum qui montre bien un peu toutes les dérives de la médecine durant cette époque. Bref, c'est donc à partir des années 70 que l'on va réussir à mettre un mot sur ces tueurs à répétition. Et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de comprendre quels sont leurs modes opératoires. Mais en fait, on sait même pas définir mode opératoire. Tout ça, tous ces questionnements vont se faire grâce à une section du FBI et justement à la création de cette cellule psychologique criminologique, dans le but de comprendre le comportement des criminels. Alors, je vous arrête tout de suite parce que ça aussi, ça avait fait polémique à l'époque. On cherche pas à excuser le comportement à travers des explications scientifiques et de maladies et justement à dire que ce n'est pas de leur faute. On cherche simplement à pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, est-ce qu'il y a des facteurs communs entre tous ces tueurs en série et évidemment pouvoir par la suite déceler des futurs potentiels tueurs en série. Toute la création justement de cette section de criminologie, ça a été très bien représenté dans la série Mindhunter de David Fincher. Je suis d'ailleurs dégoûtée qu'on n'ait pas fait d'autres saisons, mais en tout cas sachez que c'est une très bonne série, en tout cas je vous la recommande si vous souhaitez la regarder. Cette nouvelle manière de réfléchir et d'essayer de comprendre les criminels vont permettre aux enquêteurs de pouvoir réfléchir différemment, notamment sur les scènes de crime, mais également dans la traque des criminels. Ça a donc développé un côté un petit peu malsain plus, puisque là, on est vraiment dans le côté psychologie de la chose. Disons qu'à l'époque de l'industrialisation et milieu 19e et fin 19e, on était plus dans des questionnements de chercher à arrêter la personne. On était dans une fascination finalement plus alimentée par la
peur. Aujourd'hui, on est plus dans une fascination alimentée par le fait d'essayer de comprendre pourquoi. C'est donc à partir des années 70 que plusieurs auteurs de crimes vont être reconnus comme tueurs en série. Et ça sera pas forcément rassurant parce que le terme est tout nouveau et c'est pas sain, c'est pas simple à définir, c'est pas simple à comprendre à l'époque. Et comme je le disais, c'est pas qu'il y en avait plus. Maintenant, vous dire est-ce qu'il y en a plus qu'avant, je sais pas. Raconter les faits divers du point de vue de la police, de la presse, etc., ça a été bien, mais pour un temps. Puisqu'en fait, les gens ont de plus en plus commencé à vouloir s'exprimer à propos de ces faits divers. Et là, je parle notamment des gens qui enquêtaient sur ces crimes. Des enquêteurs ou des gens qui étaient reliés de près ou de loin. On a également la famille des victimes, la famille des criminels, qui commençaient à s'exprimer à travers des livres et qui est donc publié sous forme de romans chez des éditeurs. Alors, je saurais pas dire pourquoi en général. Est-ce que c'est un moyen de pouvoir s'exprimer librement et pouvoir donner un avis, du moins pouvoir s'exprimer de manière libre, détaillée, je saurais pas vous dire. Mais par exemple, je peux vous parler de American Predator, écrit par Maureen Callahan et publié en 2022. American Predator, c'est l'histoire de Israel Keyes, un tueur en série potentiel. Pourquoi potentiel? Parce qu'en fait, on n'a jamais pu prouver tous les meurtres dont il était accusé. On sait juste qu'il a kidnappé une jeune femme et qu'il lui a fait du mal. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que on se rendu compte, justement, en faisant plusieurs investigations, qu'à chaque fois qu'il était passé dans un État, parce que du coup c'était aux États-Unis, hein, évidemment, une femme avait disparu. C'est donc Maureen Callahan, une journaliste d'investigation, qui a regroupé en fait toutes les pistes dans un roman. Là, on est dans un récit dans lequel elle va raconter la nuit du drame, celui où Samantha Koenig a été enlevée par Israel Keyes et sa nuit de calvaire auprès de cet homme. J'ai pas été personnellement choquée de la manière d'écrire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans l'enquête. En revanche, elle a regroupé toutes les pistes. Ça a été assez romancé, mais c'était pas gênant. Disons que j'ai pas senti que c'était malsain. Après, je pense que chacun a son ressenti sur la question, mais je pense que comme c'est quelqu'un d'extérieur aussi, ça, en fait, j'ai pris ça comme si c'était une enquête plus que comme quelque chose de malsain. Si je devais vous parler d'un livre, justement de True Crime qui m'a un petit peu perturbée, là, on parle d'un livre que j'ai lu il y a à peu près 2 ans et qui s'appelle Mon ami Dahmer, écrit par Derf Pagderf. Ça a été initialement publié en 2012 et moi je l'ai lu sous forme de bande dessinée. Donc Derf était un ami, entre grosses guillemets, de Jeffrey Dahmer, un homme, un tueur en série qui avait fait du mal principalement à des homosexuels, parce que voilà, il était homosexuel et en fait il s'en prenait à ses dates. En fait, il cachait le corps de ses victimes dans des grands tonneaux d'acide chez lui. Et en fait, on se rend compte à travers ce récit et à travers plein d'autres récits, que il y avait plein de signes avant-coureurs par rapport à Jeffrey Dahmer qui font qu'on aurait pu éviter ça déjà si la médecine n'était pas aussi compliquée à l'époque et si son entourage lui avait suffisamment prêté attention. C'est-à-dire que à l'époque Jeffrey Dahmer était considéré comme le gars un petit peu bizarre, calme, qui fait des choses pas très nettes mais qui est dans son coin et puis bon, tu comprends, c'est un bon gars. Et tu comprends, il ferait pas de mal à une mouche, il est un peu neuneux. Dans cette bande dessinée, plus particulièrement, Derf aborde le côté scolaire de Jeffrey Dahmer et de comment est-ce que ça se déroulait la vie au sein de l'école avec Jeffrey Dahmer. Bon, autant vous dire qu'il l'a décrit un peu comme le weirdo du fond de la classe. C'était un petit peu le gars dont tout le monde se moquait et qui vivait un peu un harcèlement constant. C'est-à-dire que ses potes lui faisaient croire que s'il criait des choses bizarres ou s'il faisait des têtes un petit peu bizarres, il se ferait entre guillemets respecter ou intégrer dans le groupe alors qu'en fait les gens se foutaient juste de lui. Donc si vous voulez l'appellation Mon ami Dahmer, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher à ça. D'autant plus que si Jeffrey Dahmer n'était pas devenu ce qu'il était devenu, il se serait juste souvenu de lui comme le gros weirdo et c'est tout quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, cet illustrateur a juste surfé sur la vague de Jeffrey Dahmer parce que ça a été une affaire qui a été super médiatisée. Et en fait, pour moi, il a juste surfé sur quelque chose. Il a juste fait du buzz sur quelque chose parce que lui, son plus grand rêve, c'était de devenir un illustrateur reconnu. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai trouvé à la fois la bande dessinée, mais également le ton un peu déplacé. Alors, je me dis, est-ce que c'est juste moi qui n'ai pas compris la subtilité dans le titre et que mon ami Dahmer, ça voulait pas vraiment dire mon ami Dahmer? Je ne sais pas. Personnellement, ça m'a mis assez mal à l'aise de voir ça, de lire ça. Au-delà de ça, c'est pas un livre que je vous recommande de manière générale parce qu'on voit juste la cruauté des enfants. Il y a des choses par respect pour les victimes qui ne devraient pas sortir et qui ne devraient pas avoir lieu. Dans la même dimension et absolument le même délire, on a le livre qui a été publié par le
père même de Jeffrey Dahmer, le livre qui s'appelle Mon fils est Jeffrey Dahmer, qui a donc été écrit par Lionel Dahmer et publié en 2023. Si je dis pas de bêtises, ce livre a été publié juste après la sortie de la série Monstres, créé par Ryan Murphy et qui retrace le parcours de Jeffrey Dahmer depuis son enfance jusqu'à sa mort en prison. Alors là, pareil, je trouve ça hyper bizarre, je l'ai pas lu, mais c'est un livre dans lequel son père va raconter comment est-ce que Jeffrey était quand il était petit, comment est-ce qu'ils en sont venus à là, comment les signes avant-coureurs n'étaient pas si avant-coureurs que ça. Et c'est, je trouve, super malsain, parce que à moins d'être réellement obsédé par cette affaire, je sais pas, je trouve que la démarche, elle est un petit peu bizarre. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'était uniquement pour surfer sur une affaire qui a été médiatisée au possible. Puisqu'en fait, ça rend service à personne. Ça rend pas service ni à la famille des victimes, ni aux victimes. Ça rend pas service à la police. Je veux dire, on a des psys qui ont très bien étudié le cas de Jeffrey Dahmer, donc au final, ça profite à qui? Et en plus de ça, allez savoir pourquoi la popularité de Jeffrey Dahmer, elle a explosé à ce moment-là, dû justement à la médiatisation de son affaire. Il y avait une fanbase de Jeffrey Dahmer qui lui envoyait sans cesse des lettres en prison. C'est super, super cringe à mort. Dans une dernière version plus romancée et plus identifiée, je vais parler d'un autre livre qui a été écrit par le youtubeur Max Keyes, publié chez Darkside Editions. Personnellement, j'ai uniquement lu le livre Trembler, qui a été publié en 2022. Donc moi, après, j'ai lu la version poche, mais vous me direz, on s'en fout, le contenu est le même. Et là, on est sur du pur true crime, très romancé. De toute façon, si vous suivez Max Keyes, vous savez qu'il a une manière de raconter assez particulière, dans laquelle les gens se volatilisent, j'arrive même pas à le faire, et qui est super reconnaissable. C'est ce qui a fait sa renommée dans le YouTube game, mais également, et plus particulièrement, dans le true crime, et qui a fait de lui l'un des youtubeurs true crime les plus suivis aujourd'hui. Il a également lancé sa revue Affaires criminelles, que je n'ai pas encore lu. Et en fait, quand j'ai lu Trembler, je vous avoue que j'ai été super frappée par le... Super frappée, ça ne se dit pas. J'ai été frappée par le fait que, quand on lit le livre, on a l'impression que c'est lui qui parle. En fait, j'entends sa voix. Donc, je sais pas si c'est lui qui m'a rendu schizophrène. Dès qu'il a écrit le mot volatilise, j'entends sa voix. Je l'entends. Pour moi, il est là. Donc, il va d'abord établir les faits. Il va ensuite retracer le parcours à la fois des victimes, mais également des meurtriers ou des meurtrières. Et il va forcément raconter les faits de manière un peu plus romancée. Ça, c'est tout Max Keyes. Parce qu'en fait, on sent bien qu'on tombe pas dans le malsain avec lui. On sent que c'est un passionné, on sent que il avait envie de raconter une scène un peu de manière horrifique. En revanche, on n'a pas l'impression que c'est une fascination, c'est-à-dire que on sent quand même que c'est pas le fou du bus qui va te suivre, voilà quoi. Parce qu'en fait, derrière, il fait énormément de recherches, à la fois psychologiques, juridiques, il fait beaucoup de recherches historiques. Donc en fait, c'est extrêmement documenté. On sent qu'il y a un intérêt pour une affaire, mais qu'il n'y a pas l'intérêt juste pour le meurtre en lui-même, mais pour tout le contexte qu'il y a autour. Et ça fait que ça rend la chose hyper intéressante. Parce qu'en fait, lui, il va pas perdre le côté moral ou éthique, contrairement justement à quand le père de Jeffrey Dahmer écrit un livre. Enfin, ok, ça a été un enfant, ça a été un être innocent et humain, etc., jusqu'à un certain point. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. Donc tout ça, c'est re-questionner la morale, c'est re-questionner l'éthique, c'est vouloir faire ressentir une certaine pitié pour un criminel. Et en fait, je pense qu'il faut avoir de la nuance absolument partout et bien garder à l'esprit tous les éléments. Les deux visions que je viens de vous exposer juste ici, c'est exactement les problématiques que rencontre le true crime dans l'opinion publique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont très divisées parce que certains pensent que c'est juste une fascination, c'est pour se faire un petit peu peur, c'est pour c'est pour passer le temps et qu'il n'y a rien de plus finalement, et que comme les faits divers ont toujours passionné les gens autour, que c'est pas très grave. D'autres pensent au contraire que c'est très différent du roman policier, puisqu'en fait là, le roman policier, on est uniquement le roman policier ou le thriller, on est uniquement dans fiction, alors que le true crime raconte le true crime. Donc c'est-à-dire qu'on va partir de faits divers et forcément ça accentue, bon c'est un pléonasme ce que je veux dire, mais ça accentue le côté un petit peu véritable. Pour moi, et uniquement pour moi, je pense pas que ce soit un souci. Malgré tout, je pense qu'il y a un certain respect à avoir vis-à-vis des victimes et vis-à-vis de la famille des victimes qui, eux, aujourd'hui, portent le fardeau de tout ce qui s'est passé. Donc, mon avis, même si, encore une fois, on me l'a pas demandé, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les gens manquent de nuances.
C'est-à-dire que pour moi, être fasciné par quelque chose ne veut pas dire être obsédé. On peut clairement retranscrire ce problème sur le genre, par exemple, très problématique de la dark romance. Personnellement, je pense que c'est un genre qui est problématique sous certains angles, mais je me doute que des gens lisent tout simplement parce qu'ils aiment bien lire ce genre de livres. En revanche, s'ils sont obsédés par le true crime ou par la dark romance, je commence à me poser des questions. Et pour moi, le fait de lire tel ou tel genre de manière obsessive, ça traduit peut-être un comportement qui peut être un petit peu compliqué. Et là, je vais essayer de m'exprimer plus correctement, c'est-à-dire que je sais que j'adore le true crime, mais je sais également que le fait de regarder ou de lire du true crime, ça traduit un comportement chez moi qui est que je suis une personne angoissée. Je ne contrôle pas mes émotions quand je n'ai pas de réponse, quand je ne maîtrise pas la situation. Or là, le fait de regarder du true crime, ça fait pour moi sens dans l'idée de reprendre le contrôle sur quelque chose qui est moralement ou éthiquement pas normal. Donc toute l'importance n'est pas de savoir à quelle fréquence vous aimez le true crime, mais la question est de savoir pourquoi vous aimez le true crime. Le true crime défie la morale et l'éthique et c'est ce qui fascine les gens. C'est aussi tenter de comprendre l'humain dans toute sa noirceur et sa folie. Et c'est extrêmement triste ce que je vais dire, mais on peut pas dire qu'on est dans un monde qui soit hyper rassurant. Alors, essayer de se faire peur de cette manière, c'est pas ouf, mais quelque part ça a du sens. Bien évidemment dans le respect de tous et en particulier des victimes. Et c'est important pour moi de bien faire la distinction entre une obsession et juste kiffer un genre littéraire ou cinématographique. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du Point Littérature. Je vous fais des énormes bisous. Je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du Point Littérature.